Près de 75 millions de personnes dans le monde swipe, match et espèrent une belle rencontre sur Tinder. Mais ce soir-là, pour Grace, un simple match s'est transformé en piège. Un rendez-vous dont elle ne reviendra jamais. Salut, moi c'est Jam et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire aussi bouleversante que tragique, celle de Grace Milan où un simple date a basculé en un véritable cauchemar. Avant de revenir sur ce qui s'est passé ce soir-là, il faut comprendre qui était Grace Milan. Grace, c'est une jeune femme britannique de 22 ans, une fille douce, curieuse, qui venait tout juste de terminer ses études de marketing à l'université de Lincoln. C'était le genre de personne qui avait toujours le sourire, toujours une énergie positive. Quelqu'un que tout le monde décrivait comme généreuse, sociable et passionnée de voyage. Pour fêter la fin de ses études, elle avait décidé de réaliser ce qui était pour elle un rêve. Partir, faire le tour du monde et découvrir de nouvelles cultures. Elle avait déjà traversé plusieurs pays en Amérique du Sud et en novembre 2018, elle arrive en Nouvelle-Zélande, seule, avec son sac à dos comme des milliers d'autres jeunes voyageurs. En arrivant à Auckland, Grace s'installe dans une auberge de jeunesse. Comme beaucoup de voyageurs en solitaire, c'était un mode de vie qui lui plaisait. Elle profitait de la vie, visitait les environs et découvrait les paysages néo-zélandais avec cette curiosité qui la caractérisait depuis toujours. Grace était quelqu'un de très proche de sa famille. Malgré la distance, elle restait en contact presque quotidiennement avec sa mère et ses frères. Elle envoyait des photos, des messages, des petites vidéos de son voyage. Ce lien était important pour elle et sa famille suivait son aventure avec fierté. Mais ce que ni Grace, ni sa famille, ni personne ne pouvait imaginer, c'est que ce voyage qu'elle vivait avec tant d'enthousiasme et d'insouciance allait s'arrêter brutalement. À Auckland, au moment même où elle partageait encore des photos et des nouvelles rassurantes, sa famille pensait qu'elle était en sécurité, ils n'avaient aucune raison de s'inquiéter. Et pourtant, dans les jours qui suivent, Grace ne répondra plus. Plus de messages, plus d'appels, silence total. Et ce voyage qu'elle avait rêvé pendant des années allait connaître une fin aussi inattendue que tragique. En Nouvelle-Zélande, comme beaucoup de jeunes voyageurs qui découvrent une ville seule, Grace utilise Tinder. Pas forcément pour trouver l'amour, mais plutôt pour rencontrer du monde, discuter et partager un moment à deux. Et c'est là qu'elle matche avec un homme du nom de Jess Campson. Rien de particulier au premier abord, une conversation banale, quelques messages simples, puis ils décident finalement de se rencontrer le 1er décembre au soir. Grace lui avait confié qu'elle n'avait rien de prévu, alors que dans quelques heures à peine, à minuit, elle allait fêter ses 22 ans. Alors, Jess lui propose de prendre un verre et de passer un moment ensemble pour cette veille d'anniversaire. Rien de compliqué, juste une soirée tranquille avant qu'elle ne souffle une nouvelle année de sa vie. Petite parenthèse, il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, la plupart des rues du centre-ville sont très surveillées. Les caméras sont partout, elles filment en continu et dans cette affaire, elles vont jouer un rôle essentiel. C'est l'une des raisons pour lesquelles on dispose autant d'images du parcours de Grace ce soir-là. Donc le 1er décembre au soir, ils décident de se retrouver dans un bar du centre-ville d'Auckland. Grace s'y rend, détendue, souriante, elle arrive au rendez-vous avec un peu d'avance, les caméras la montrent en train de marcher tranquillement, puis s'arrêter devant les décorations de Noël. Elle les prend en photo et envoie à sa famille. Ça sera son tout dernier message. Quelques minutes plus tard, on voit Jess apparaître à son tour. Il la rejoint et ensemble, ils vont dans un bar appelé le Andy's où ils boivent plusieurs cocktails en faisant connaissance. Puis à 19h12, ils quittent le bar. Selon la version que Jess donnera plus tard, Grace serait repartie vers son auberge et lui aurait pris la direction opposée. Toujours d'après ce qu'il raconte, il serait ensuite allé dans un bar sportif retrouver quelqu'un d'autre. Là-bas, il dira avoir bu énormément d'alcool, précisément 10 pintes, et qu'après ça, il est rentré à l'hôtel où il séjournait. Alors, personnellement, je ne bois pas d'alcool, mais 10 pintes, est-ce qu'on peut rentrer chez soi normalement après ça ? En tout cas, dans sa version, Jess rentre à l'hôtel et déclare s'être réveillée le lendemain matin, tranquillement, à 10h. C'est la version que Jess donnera, une version différente de celle que les caméras vont révéler.
Vous vous souvenez, je vous disais juste avant que Grace allait fêter ses 22 ans le lendemain du date, le 2 décembre. Et comme pour n'importe quel anniversaire, sa famille, ses amis, tous ceux qui l'aiment lui ont envoyé des messages, tenté de l'appeler, laissé des vocaux, mais cette fois, pas de réponse. Aucun appel décroché, juste le silence. Au début, ils se disent que c'est certainement le décalage horaire, qu'elle est peut-être occupée en train de profiter de sa journée, mais les heures passent, puis les jours, et toujours rien. Les messages s'accumulent, les appels manqués aussi, sa mère, ses frères, ses amis, tout le monde essaie de la joindre, personne n'a de réponse. Et pour Grace, qui écrivait si souvent à sa famille, qui postait régulièrement sur les réseaux sociaux, ce silence-là n'a rien de normal. Au bout de 3 jours, l'inquiétude devient trop grande. Son père décide alors de contacter l'ambassade néo-zélandaise et c'est à ce moment-là que Grace Millan est officiellement déclarée portée disparue. Puis 6 jours après sa disparition, son père qui a fait le voyage jusqu'en Nouvelle-Zélande apparaît à la télévision. Épuisé, bouleversé, il explique que sa fille n'a plus donné de signe de vie depuis presque une semaine et il demande l'aide au public pour la retrouver. Thank you for coming today. As you know, Grace has been missing for several days. We last had contact with her on Saturday the 1st of December. And as a family, we've been extremely concerned for her welfare. Son père garde encore l'espoir de la retrouver vivante, mais au même moment, pour les enquêteurs, le compte à rebours a déjà commencé. Dès que la disparition de Grace est signalée, la police d'Auckland ouvre une enquête. Et comme dans n'importe quel dossier de disparition, il commence par le plus logique, l'auberge de jeunesse où Grace logeait. Les enquêteurs fouillent les chambres, interrogent les voyageurs, vérifient les entrées, les sorties, mais rien n'indique que quelque chose de suspect s'y soit produit. Tout semble normal, aucune trace d'elle, aucun indice. Juste son lit vide et son sac qui n'a pas bougé. Très vite, la police doit élargir le périmètre. Ils récupèrent les images des caméras autour de l'auberge, puis les rues voisines, puis plusieurs bars du centre-ville. Et là, un élément ressort. Grace n'était pas seule ce soir-là. Sur les images, on la voit avec un homme, le dernier avec qui elle a été vue vivante. Cet homme, c'est Jesse Campson. À partir de là, la police cherche simplement à le retrouver et à l'entendre. À ce stade, il n'est pas considéré comme suspect. Les enquêteurs veulent juste connaître sa version de la soirée, comprendre ce qu'ils ont fait ensemble, à quelle heure ils se sont quittés, bref, replacer les événements dans un ordre cohérent. Il l'appelle donc pour lui demander de venir au commissariat et Jesse accepte. Il sait qu'il doit s'y rendre pour raconter ce qu'il s'est passé ce soir-là. Sauf que il ne se présentera pas. Les heures passent, puis la journée, toujours rien. Et ce détail, vous allez le voir, a son importance. Avant de se rendre au commissariat, Jesse décide d'aller acheter un costume 3 pièces, comme s'il voulait soigner son apparence et donner une bonne impression. Mais malgré ça, il n'appelle pas, il ne vient pas, il ne franchit pas les portes du commissariat. Le lendemain matin, la police qui l'attend toujours commence à trouver ce comportement étrange. Il décide donc d'aller directement à son hôtel sans prévenir. Les caméras de surveillance montrent très clairement la scène. On y voit Jesse à l'extérieur, il aperçoit les policiers entrer dans l'hôtel et là, au lieu de venir vers eux comme prévu, il fait demi-tour. Il s'éloigne doucement comme si de rien n'était. Il pense pouvoir sortir discrètement, mais un employé de l'hôtel qui a reconnu la situation le voit partir et alerte immédiatement les policiers. Les agents ressortent alors, le repèrent dans la rue et le rattrapent. Et c'est à partir de ce moment-là que tout bascule. Parce que ce jour-là, Jesse est directement emmené au poste pour son tout premier interrogatoire. Avant de passer à l'interrogatoire, il faut d'abord qu'on parle un instant de l'homme que la police vient de retrouver, Jesse Campson. Au moment des faits, Jesse a 26 ans. Il vient de la région de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Ses parents se sont séparés quand il avait 9 ans et c'est son père et son grand-père qui l'ont élevé. En grandissant, il joue au softball au niveau régional, se fait des amis, il mène une vie plutôt ordinaire. Puis une fois adulte, il enchaîne plusieurs petits boulots, barman, ouvrier, et il a même vécu quelques années en Australie à Sydney avant de repartir en Nouvelle-Zélande. Rien dans son parcours ne laisse vraiment imaginer qu'il pourrait être au centre d'une affaire aussi sérieuse. Pour l'instant, la police ne sait qu'une chose, Jesse est le dernier à avoir vu Grace vivante. Et ils ont besoin de comprendre ce qu'il s'est passé ce soir-là.
Deuxième petite parenthèse, on a accès à plusieurs images de son interrogatoire. Parfois son visage est flouté, parfois non. Je n'ai pas d'explication à ça, mais ce sont les vidéos publiées par la police. Et vous allez voir, son attitude parle d'elle-même. Ce jour-là, Jace retrace sa version de la soirée. Selon lui, après leur cocktail au Undies, ils se seraient quittés devant le bar, un câlin, un bisou sur la joue, puis chacun partira dans une direction opposée sur Victoria Street. And a kiss on the cheek, and a thanks, no, nice meeting you. And then I said, let me know about tomorrow. And she said, okay. And then she kept... Et à cause de la quantité d'alcool qu'il aurait consommé, il affirme ne plus se souvenir de rien, ni de sa soirée, ni de ce qu'il aurait fait ensuite. D'après lui, la seule chose dont il se rappelle, c'est de s'être réveillé le lendemain matin à 10h dans son lit. Sauf qu'à ce moment-là, quand les enquêteurs lui demandent de raconter sa soirée, ils savent déjà que Jace ment. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'ils l'ont aperçu sur des images de vidéosurveillance le 2 décembre à 8h14 du matin en train d'acheter une valise. On peut donc retracer son trajet. À 8h14, il est aperçu dans une boutique en train d'hésiter entre deux valises et finalement, il repartira avec la plus grande. Donc, son histoire de réveil à 10h ne colle pas. Il lui demande alors « Comment tu expliques cette valise achetée à 8h14 ? Pourquoi dire que tu t'es réveillé à 10h ?» Mais au lieu de répondre à la question, Jess s'accroche à un seul point, la valise. Il ne parle pas de son réveil, il ne justifie rien, il répète juste que la valise est dans sa chambre, qu'ils peuvent aller la voir s'ils veulent, qu'ils peuvent la fouiller, qu'il n'a rien à se reprocher. Il tourne autour de ça encore et encore. Sauf que ce n'est pas ce qu'on lui demande. La vraie question c'est pourquoi avoir menti sur l'heure de ton réveil? Et le fait qu'il l'évite complètement ne fait qu'augmenter les soupçons de la police. Pendant que Jess est interrogée dans une pièce, l'enquête, elle, avance en parallèle. Les policiers récupèrent toutes les images disponibles, les caméras de rue, celles des bars, des magasins, des hôtels, et pièce par pièce, minute par minute, ils recomposent la soirée. Ils se basent sur ce que les images montrent réellement. Et voilà ce qu'elles révèlent. Le 1er décembre 2018, on voit d'abord qu'ils se sont bel et bien retrouvés à 17h45 comme prévu. Ils vont au Undies, prennent des cocktails, jusqu'ici tout est bon, mais ensuite rien ne se passe comme il l'a dit. D'après Jess, ils se seraient séparés devant le Undies, chacun partant dans une direction opposée sur Victoria Street. Sauf que les images montrent exactement l'inverse. À 20h27, ils quittent le Undies ensemble, puis se rendent au Mexican Café. Ensuite, ils enchaînent avec un autre bar, le Bluestone Room. Et là, sur les vidéos, on les voit passer un très bon moment. Ils discutent, rient, s'enlacent et s'embrassent. Bref, rien qui laisse penser qu'ils se sont quittés, comme Jace le prétend. Mais un détail va rapidement attirer l'attention des enquêteurs. Au moment où Grace part aux toilettes, Jess fouille discrètement dans son sac à main. Il le referme ensuite comme si de rien n'était. Vous me direz pourquoi il fait ça? Je vous expliquerai ma théorie là-dessus un peu plus tard. Il quitte ensuite le bar vers 21h30, toujours ensemble, puis on les voit entrer dans l'hôtel où réside Jess à 21h40, bras dessus bras dessous. Ils montent dans l'ascenseur, direction la chambre de Jess. C'est la dernière image que l'on aura de Grace en vie. Puis le 2 décembre 2018 à 8h14, on le sait déjà, Jess achète une valise. À 8h35, il est filmé dans un supermarché en train d'acheter des produits de nettoyage. À 9h33, il monte dans un taxi pour aller louer une voiture. Et tenez-vous prêts, à 15h57, il se rend à un autre rendez-vous Tinder, le culot absolu. Il boit quelques bières avec une autre femme et à 17h43, il est de retour dans sa chambre d'hôtel. À 20h11, Jess loue ensuite un nettoyeur à haute pression, puis à 21h30, les caméras le montrent sortant de sa chambre d'hôtel avec un chariot. Dessus, 2 valises bien chargées. Il descend calmement jusqu'au parking et transfère les valises dans sa voiture de location, avant de remonter dans sa chambre comme si de rien n'était. Le 7 décembre 2018, les enquêteurs obtiennent enfin un mandat de perquisition pour fouiller la chambre de Jess. Ils passent tout au peigne fin et surtout, ils utilisent du luminol. Le luminol, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un produit chimique qui permet de révéler les traces invisibles à l'œil nu.
et notamment du sang. Quand on pulvérise du luminol dans une pièce plongée dans le noir, s'il y a la moindre trace biologique, elle se met à briller en bleu. Sauf que dans ce cas précis, ce n'est pas du sang qui apparaît. Les seules zones qui réagissent au luminol correspondent à des résidus de produits ménagers. Autrement dit, quelque chose a été nettoyé. Lors de son second interrogatoire, Jesse finit par tout avouer. Il revient sur sa soirée avec Grace et cette fois, il dit ce que les caméras montrent. Il explique qu'une fois dans sa chambre, ils auraient eu un rapport qu'il décrit comme normal, puis selon lui, c'est Grace qui aurait demandé un rapport inspiré de 50 nuances de gré. Quelque chose de plutôt sauvage, main attachée et étranglée. Toujours d'après lui, c'est elle qui lui aurait proposé. Il dit qu'ils auraient terminé le rapport au sol. Ensuite, il raconte qu'il est allé prendre une douche au beau milieu de la nuit et qu'il se serait même endormi sous l'eau. Le lendemain matin, en sortant de la salle de bain, il affirme avoir trouvé Grace allongée au sol sans réaction. Finalement, là où ils ont terminé leur rapport. Et là, il dit avoir compris qu'elle était décédée. Sauf que rien, absolument rien de ce qui va suivre ne ressemble à quelqu'un qui pense avoir provoqué un accident. Il n'appelle pas les secours, il ne demande pas d'aide, il ne prévient personne. Pour lui, tout ça serait involontaire. Mais très vite, des détails encore plus troublants vont arriver. Et vous allez comprendre pourquoi sa version ne colle pas du tout à ce qui s'est réellement passé. Quand on remonte un peu dans le passé, les enquêteurs vont tomber sur quelque chose d'encore plus inquiétant. En fouillant dans le téléphone de Jesse, ils découvrent qu'à 1h29 du matin, il a cherché sur internet Waitakere Range, le grand parc forestier et côtier situé à l'ouest d'Auckland. Puis à 1h35, il fait une autre recherche encore plus glaçante. Il tape « Quel feu brûle le plus vite ?» ou « détruit le plus vite ?» Des recherches qui collent étrangement avec ce qu'on aurait pu attendre d'un plan prémédité pour se débarrasser d'un corps. Toujours dans la nuit entre 1h45 et 1h50 du matin, il a pris 7 photos de Grace nue. 7 photos. Et on saura plus tard qu'au moment où ces photos ont été prises, Grace était déjà décédée. Puis arrive le 2 décembre, le lendemain des faits, et vous connaissez la suite. À 8h14, Jesse achète la fameuse valise, et dans l'après-midi, alors que le corps de Grace est toujours dans sa chambre d'hôtel, lui se rend tranquillement à un autre rendez-vous Tinder, comme si de rien n'était. Lors de son interrogatoire, Jesse finit par dire aux enquêteurs qu'il est prêt à les conduire à l'endroit où il a laissé le corps de Grace. Il leur explique qu'il l'a mise dans la valise qu'il venait d'acheter, puis qu'il est allé l'enterrer. Grâce aux caméras de surveillance, on peut suivre la suite du 3 décembre. À 6h55, on le voit entrer dans un magasin d'outillage. Il achète une pelle, mais comme il se dit qu'acheter juste une pelle, ça pourrait paraître suspect, il ajoute un paquet de clous à sa commande. Voilà, une pelle et des clous. Une belle tentative de brouiller les pistes. Ensuite, vous vous en doutez, il part avec la valise et se rend dans le parc régional Waitakere Range, exactement l'endroit qu'il avait recherché en pleine nuit. Puis il y enterre le corps de Grace. Quand il revient à l'hôtel, il est pieds nus. Puis à 9h09, toujours le 3 décembre, on le voit dans un pressing en train de laver ses vêtements. Et ce n'est pas tout, plus tard, ce même jour, il rachète la même valise neuve et vide. L'objectif est clair, si les enquêteurs fouillent sa chambre, ils trouveront cette fameuse valise propre et vide et ne soupçonneront rien. Enfin, toujours ce même jour, il nettoie la voiture et se débarrasse de la pelle. Pour la suite, vous la connaissez déjà, il achète son costume 3 pièces et il se fait interpeller par la police à l'hôtel. Le 9 décembre 2018, le corps de Grace est retrouvé au parc régional Waitakere Range grâce à ses indications. Le 10 décembre 2018, une autopsie est réalisée sur le corps de Grace et les résultats vont tout changer. D'abord, on découvre qu'elle avait un taux d'alcool assez élevé. 106 ml d'alcool pour 100 ml de sang. Donc oui, elle avait beaucoup bu ce soir-là. Mais surtout, la cause de la mort est formelle. Grace a été étranglée. Pas pendant une seconde, ce n'est pas un geste trop fort, donc pas un accident. Elle a été maintenue, étouffée pendant de longues minutes. Les experts estiment que la strangulation a duré entre 5 à 10 minutes. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre.
Parce que dans les films, dans les séries, l'étranglement est toujours représenté comme un truc hyper rapide. On y voit quelqu'un poser ses mains sur un cou et en 3 secondes la personne tombe au sol, mais dans la vraie vie ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Pour étrangler quelqu'un au point de provoquer sa mort, il faut exercer une pression continue sans s'interrompre pendant plusieurs minutes. Entre 5 et 10 minutes, c'est très long, assez long pour que la personne se débatte et perde connaissance. Et c'est exactement pour ça que la thèse de Jess ne tient pas la route. Sa version d'un accident, d'un jeu qui aurait mal tourné, ne colle absolument pas avec les conclusions médico-légales. Après l'autopsie, le corps de Grace est rapatrié au Royaume-Uni auprès de sa famille pour ses funérailles. Le 4 novembre 2019, le procès de Jess Campson s'ouvre à la haute cour d'Auckland. Dès le départ, il plaide non coupable. Pour lui, tout ce qui est arrivé à Grace serait un accident. Il refuse même de témoigner, il laisse uniquement les vidéos de son interrogatoire parler pour lui. Mais très vite, les preuves présentées pendant le procès vont détruire sa version. La cour voit toutes les images de vidéosurveillance, leurs déplacements, leurs barres, leurs gestes, et surtout les actions de Jess après la mort de Grace. La valise achetée le lendemain matin, les produits ménagers, le nettoyeur à haute pression, les photos prises dans la nuit, le pressing, la voiture nettoyée, la pelle, tout minute par minute. Et il y a aussi les témoignages de plusieurs femmes qui ont rencontré Jess sur Tinder dans le passé. Elles expliquent qu'il aimait les pratiques violentes, l'étranglement et le contrôle. Des témoignages qui ressemblent tristement au même schéma. Puis, le rapport médico-légal, Grace a été étranglée entre 5 à 10 minutes et ça, ce n'est pas un accident, c'est long, beaucoup trop long pour que ce soit involontaire. Et souvenez-vous, je vous avais dit que je reviendrai sur ce moment dans le bar quand Grace part aux toilettes et que Jess fouille discrètement son sac à main. Pour moi, c'est un moment clé et j'ai ma théorie. À ce stade, ils viennent tout juste de se rencontrer, ils sont ensemble depuis quelques heures. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans son sac à main ? Selon moi, il vérifie si Grace a de quoi se défendre. Un taser, une bombe lacrymo, quelque chose qui pourrait compliquer ce qu'il prévoyait de faire après. Et pour moi, ça ressemble à de la préméditation. Parce que tu ne fouilles pas dans le sac d'une femme que tu viens de rencontrer, à moins de vouloir t'assurer qu'elle ne pourra pas se protéger contre ce que tu prépares. Après plusieurs jours de procès, le jury délibère. Le 22 novembre 2019, le verdict tombe. Jess Campson est reconnue coupable de meurtre à l'unanimité. Le 21 février 2020, il est condamné à la prison à perpétuité, avec un minimum de 17 ans avant une éventuelle libération conditionnelle. Grace ne cherchait qu'une rencontre, et malheureusement, elle a trouvé un prédateur. Alors s'il y a bien une chose que cette histoire doit nous rappeler, c'est de prendre soin de nous. Prévenez vos proches, partagez votre localisation, dites où vous allez et avec qui. Ce n'est pas de la peur, c'est simplement se donner une chance de rentrer en sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.